Voilà, bonjour à tous. Bonjour Jocelyn. Bonjour Didier. Alors, je te remercie Jocelyn parce que grâce à toi, j'inaugure une nouvelle partie de la chaîne Luminam qui sont donc les interviews, on va dire, enregistrées, qui ne sont pas en live. Parce que comme tu le sais, Jocelyn, jusqu'à maintenant, je ne faisais que des lives. Et puis donc, on est rentré en contact par personne interposée, donc notamment grâce à Noémie, que nous connaissons bien tous les deux. Et puis, on s'est mis d'accord, on est tombé sur ce concept. Et moi, c'est bien parce que j'aime bien changer, j'aime bien évoluer, j'aime bien les nouveautés. Donc, quand tu m'as proposé ça, je me suis dit, ben, pourquoi pas, ça peut être intéressant de changer de format, donc plus court, peut-être plus dynamique. Hein. On va bien voir là où ça nous mène, Jocelyn. En tout cas, merci d'avoir répondu à mon invitation. Et merci aussi de m'avoir partagé ton ouvrage, hein, qui est ici, que je montre et que je vais surtout montrer ici en plein écran. Donc, Jocelyn Huet, un autre regard sur soi, s'ouvrir à de nouvelles potentialités. Alors, ce livre, Jocelyn, si tu veux bien, il va servir de base à notre entretien. Donc, si tu veux bien, dans un premier temps, on va parler de toi, ton parcours. Et ce parcours-là, moi, je l'ai adoré. Hein. C'est toute la première partie de ton livre où tu racontes ton parcours, ton périple. Et je trouve ça magnifique parce que c'est des choses que moi, j'ai pas osé faire quand j'avais cet âge-là. J'ai pas osé partir comme tu l'as fait. J'ai pas osé tout lâcher pour aller expérimenter tout ce que tu as expérimenté. Donc, on va en parler. Et du coup, quand j'ai lu ça, je me suis projeté, si tu veux. Tu vois, quand je t'ai dit j'ai pris beaucoup de plaisir, c'est parce qu'en fait, je l'ai vécu par procuration grâce à toi, tu vois. Et ça, c'était vraiment génial. Donc, si tu veux bien, Jocelyn, on va commencer par la base, c'est-à-dire qui est Jocelyn Huet. Oh, oh, oh. Ah là là, là, hein, Hein, après, tu réponds ce que tu veux. Hein. ça, c'est la grande question. Hein, qui est Jocelyn Huet? C'est jamais évident de répondre à ce genre de questions, mais on va y répondre par les voies, on va dire, communes et ordinaires. Qui je suis? Eh bien, je pense que c'est au cours de la vie que finalement on découvre un petit peu ce que l'on est, en tout cas. Parce que qui on est, c'est un peu une personnalité. Donc Jocelyn Huet, ben, c'est le quatrième enfant d'une fratrie de quatre, donc. Voilà, né avec une espèce de curiosité, une forme d'envie, un besoin vital, viscéral de liberté, et puis un attrait pour ce que j'appelle l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que j'aime bien, en fait, comment dire, essayer de voir les choses toujours différemment de comment je les vois actuellement. Parce que je pars du principe qu'il y a toujours plusieurs façons de voir, il y a plusieurs aspects par lesquels on peut aborder telle ou telle situation, telle ou telle thématique, telle ou telle personne, ou justement le regard qu'on porte sur soi. Donc cette notion d'ouverture d'esprit, ça me plaît depuis que je suis gamin, quoi. Donc ça m'a amené, donc entre ça et la liberté, bah, ça m'a amené à avoir envie de vivre plein d'expériences en fait pour goûter bah, toute la richesse de la vie, quoi. Donc c'est passé, voilà, ça a pris plein de phases. Et effectivement, au début du livre, j'ai fait le choix de parler de trois expériences un peu remarquables dans ma vie. Alors il y en a eu bien plus que ça, quoi, c'est sûr. Mais celles-ci, elles ont quand même une tonalité un petit peu particulière, justement, en termes d'ouverture d'esprit, quoi. Parce que ça m'a permis voilà, de voir la vie différemment, de percevoir la mort différemment, de percevoir mes propres capacités différemment, et puis de voir que la vie, finalement, elle peut abonder dans notre sens, quoi, si tant est qu'on franchit un petit peu euh, des, des, des limites que souvent on s'est fixé soi-même ou auxquelles on a adhéré, justement, par conditionnement ou par loyauté familiale ou loyauté culturelle, etc. etc., quoi. D'accord. Voilà comment je pourrais répondre à cette question. Très bien. Très bien. Alors moi, ce que j'ai apprécié en toi, alors on a beaucoup de points communs. On est à peu près la même génération. Je suis un petit peu plus âgé que toi, mais à peu près globalement, on est à peu près de la même génération. Euh, c'est ce désir déjà de liberté, cet engagement et cette, j'allais dire, cette droiture, cette intégrité dans ta démarche que j'ai bien ressentie, que j'ai bien compris. Et d'ailleurs, j'ai noté la phrase d'ouverture de ton livre. Tu dis cet ouvrage est dédié à celles et ceux qui désirent s'engager avec et envers eux-mêmes.
Donc d'entrée, tu poses le cadre, c'est-à-dire on n'est pas là pour plaisanter, c'est un livre, tu viens pas là pour trouver quelque chose de curiosité, c'est vraiment un engagement profond et tu l'incarnes parfaitement et c'est ça que moi que j'ai apprécié en toi. Oui, merci Didier. Alors, il y a, effectivement, ça ouvre le livre. Après, c'est pas du tout dogmatique et puis c'est pas non plus des il faut, tu dois. Mais je crois que la notion d'engagement, en fait, j'y suis de plus en plus sensible, quoi. Parce que je vois que à partir du moment où on a vraiment envie de s'engager, à déconstruire des croyances, à vraiment révéler ce qu'on est, à se sentir bien, quelles que soient les personnes face auxquelles on se trouve ou quels que soient les contextes, les situations, etc., etc. Bah, quand on veut s'engager là-dessus, bah, il y a plein de choses qui s'ouvrent, quoi, d'une certaine manière. C'est comme si la vie, elle nous aidait dans cette notion d'engagement. Donc c'est pour moi un point de départ qui est super important, quoi. Et donc, si je le nomme, c'est parce que bah, parfois, il y a des engagements qui sont un peu à 50%, des fois à 30, à 20, à 10. Et donc, forcément, on peut être amené à avoir l'impression que les choses ne bougent pas forcément. Et donc, c'est un petit peu le thème du livre, quoi. J'avais envie de montrer à quel point, finalement, il peut y avoir des mécanismes qui font qu'on peut avoir l'impression que les choses ne bougent pas ou que la vie ne nous porte pas ou qu'éventuellement elle souffle dans le sens inverse de la direction qu'on voudrait prendre. Donc je voulais mettre en avant le fait qu'il y avait des mécanismes en fait qui étaient un peu à l'œuvre là-dedans, justement pour s'aider à potentiellement reconnaître que malgré la bonne volonté, il peut y avoir donc ces mécanismes, donc la possibilité d'être aidé pour libérer ces espaces un peu englués, pour justement avoir envie à nouveau de s'engager de plus en plus fort vers le fait de se sentir libre d'être qui on est, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Et tu dis aussi, donc, toutes ces expériences de vie m'ont permis de dévoiler, de révéler ma voie, ma vocation, ma vibration, qui est d'accompagner les personnes qui me consultent à franchir des étapes de transition importantes de leur vie. Tu dis, je suis de la famille d'âmes des passeurs. Alors, tu as tout un chapitre dans ton livre sur les familles d'âmes. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi les familles d'âmes et notamment donc la famille d'âmes des passeurs? Bah, les familles d'âmes, alors je ne sais plus combien j'en ai recensé dans Alors, le tu en as recensé livre. 13. Les voici. 13, ouais. Donc les familles d'âmes, je pense que celle qui en a parlé en premier, c'est Marie-Lise Labonté, dans un livre justement sur les familles d'âmes. Donc les familles d'âmes, je pense que c'est un petit peu, ça relève un petit peu de certaines, je sais pas comment dire, fonctions ou peut-être mission de vie. Alors c'est un mot dont je suis pas trop fan en fait, la notion de mission de vie. Mais c'est vrai que je pense que en fait, au cours de Chemin de nos vie. différentes chemins de vie, ouais, Ouais. au cours de nos différentes incarnations, en fait, je pense qu'on a été porté par, d'une certaine manière, des valeurs. Et en fait, au cours de différentes incarnations, je pense même qu'il y a une forme de continuité d'une vie à l'autre. C'est comme s'il y avait un fil conducteur et donc, en quelque part, un sens, quoi. Donc, ces 13 familles d'âmes, elles permettent de donner une sorte de cartographie, alors qui est non exhaustive, hein, tout à fait honnêtement. Et puis, je pense même que c'est quelque chose qui relève d'une forme de convention mentale et qui relève de notre capacité à pouvoir mettre en concept, tu vois, 13 familles. À mon avis, il y en a bien plus que ça. Au fur et à mesure où on va évoluer, où on va être en mesure de comprendre de nouvelles choses, on va pouvoir certainement peut-être soit déconstruire les familles, soit en rajouter avec certaines spécificités, quoi. Donc les familles d'âmes, je pense que c'est un peu ça. On se reconnaît parce que d'une vie à l'autre, en fait, il y a eu ce fil conducteur. Moi, je dis que je suis de la famille d'âmes des passeurs hein, parce que, bon, c'est de l'autoproclamation, on va dire, hein. Mais j'ai regardé une vidéo d'une amie, et donc Valérie Gesper, justement sur les passeurs d'âmes. Alors c'est une vidéo qui a touché énormément de gens parce que je pense, enfin, bon, j'ai pas regardé le nombre de vues actuelles, mais je crois que ça a fait 800 000 vues ou quelque chose comme ça, quoi. Et c'est vrai que dans un élan comme ça, spontané, elle a parlé des passeurs d'âmes. Et quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, mais c'est incroyable, j'ai l'impression qu'elle l'a faite spécifiquement pour moi parce que je me suis reconnu trait par trait dans la façon dont elle décrit ses profils, entre guillemets. Et donc, mais au-delà de la vidéo, en fait, j'ai bien vu que les personnes que je reçois au cabinet, ce sont souvent des personnes qui sont justement dans une période de transition dans leur vie, quoi.
Et donc des transitions, il y en a plein, hein. Mais je pense que ça peut être des transitions professionnelles, des transitions au niveau du couple, mais ce sont un peu comme des paliers de conscience, en fait. Des paliers de conscience, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a en quelque part des prises de conscience et qui sont pas toujours faciles à vivre quand on comprend à un moment donné que, en fait, la vie qu'on a construite puisse ne pas être vraiment en lien avec nos propres valeurs. Tu vois, il y a comme un voile qui se lève. Et là, on est en train de se dire, oh là là, mais c'est fou parce que en fait, je vois bien que ça ne me nourrit pas vraiment ce que je suis en train de faire. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai fait ça finalement pour faire plaisir à papa, à maman, à la famille, aux grands-parents, etc., etc. Donc c'est comme si, d'une certaine manière, il y a un moment, en fait, on était un petit peu sorti de notre intégrité, de notre congruence, peut-être on pourrait parler comme ça. L'intégrité, ça fait souvent référence plutôt à une forme d'intégrité physique, mais à une congruence pour justement convenir aux attentes extérieures, quoi. Donc passeur d'âme, ça peut être un peu ça, justement. Finalement, aider les personnes à ce qu'elles reviennent dans leur espace de Ouais. congruence, d'intégrité, qu'elles puissent revalider d'une certaine manière en fait ce qui vraiment est important pour eux. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident à voir et c'est à avancer sur ce chemin. Je trouve que ça demande beaucoup de courage et je crois qu'il y a vraiment de plus en plus de courage qui est à disposition et qui se réveille dans le cœur de plein de personnes, parce que courage, c'est agir avec le cœur et on sent qu'il y a une certaine maturité en fait qui est présente et ça va dans le sens un peu de ce qu'on appelle le réveil des consciences ou la réalisation du soi d'une certaine manière. Il y a vraiment plein de voiles qui se lèvent. Donc, passeur d'âme, c'est un petit peu comme ça que je l'entends, en fait, cette notion-là. Passer des caps dans notre vie, quoi. Oui, c'est ce que tu écris dans ton livre. J'ai relevé une phrase qui m'a parlé. Tu dis l'influence de nos conditionnements nous déroute de notre vérité personnelle. Ainsi, nous ne vivons pas la vie que nous voulons, nous vivons la vie que nous savons gérer. Ouais. Hein, c'est exactement ça. Alors, première partie de la question, donc c'est qu'est-ce que commenter cette citation, si tu veux. Et deuxième partie, tu en as un peu parlé, tu reçois les gens, comment toi tu aides concrètement les gens à, disons, revenir sur leur chemin de vie, sortir de cette vie dont ils ne veulent plus pour aller vers cette vie qui vont vraiment les nourrir complètement de l'intérieur. Mm. Alors, la première partie de la question, c'est... C'est de revenir sur la citation. Donc, on ne vit pas la vie que nous voulons, on vit la vie que nous savons gérer, c'est-à-dire avec le personnage qu'on s'est construit. Hein, c'est ce que tu disais un petit peu en Ouais. introduction, avec les blessures, les parents, l'influence familiale, transgénérationnelle, peut-être le karmique, tout ça. Donc, il y a créé un personnage. Donc, on se dépatouille du mieux qu'on peut, si j'ai bien compris. Mais c'est juste se dépatouiller. Toi, ce que tu souhaites, c'est nous amener à nous réaliser et à être pleinement heureux dans une vie qui va manifester, on va dire, l'unicité de ce que nous sommes. Ouais. Alors moi, alors pour tout dire, je crois que j'ai de moins en moins de souhaits. Donc ça va peut-être venir corroborer ou répondre à la deuxième partie de la question. La première partie de la question, c'est en fait en lien avec des conditionnements et des préconditionnements. Ouais. La kinésiologie intégrative, donc c'est ma façon d'utiliser la kinésiologie. Donc j'ai un peu épuré de telle manière à aller un petit peu directement dans le vif du sujet, sur ce qui est prioritaire. Mais ça nous permet de travailler sur la dimension biologique et archaïque en fait de notre structure. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est fondé sur, comment dire, donc on part du principe qu'on a trois cerveaux, enfin en tout cas trois espaces du cerveau. Bon, enfin c'est un peu compliqué à ce niveau-là parce qu'on a aussi des neurotransmetteurs au niveau du cœur et au niveau de l'appareil digestif. Mais on part du principe qu'au niveau de notre cerveau, de la boîte crânienne, en fait, on peut le diviser en trois sections. Et on a une partie qui est primaire, qui est le cerveau archaïque, le cerveau reptilien. Et en fait, ce cerveau-là, c'est celui qui va être le plus important puisque, en fait, il va chercher sans arrêt à nous maintenir en vie. Donc, il est basé vraiment sur la notion de survie, d'une certaine manière. Et il faut savoir que ce qui nous conditionne, ça va être donc l'appartenance au groupe. Donc, quand on est... bon, alors déjà, il faut savoir que dans l'intra-utérin, en fait, c'est là où on va récupérer, où on va constituer
Alors, je ne sais plus, c'est 90 ou 95 ou 80 ou 90% de notre terrain psycho-émotionnel dans la partie intra-utérine qui va conditionner notre vie. Donc, c'est super important. C'est-à-dire la façon dont notre mère va vivre cette grossesse va se vivre dans les différents contextes de vie. Pendant cette période des 9 mois de la grossesse va nous impacter énormément. Mais au moment de la conception, de la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde, ça va être la rencontre de deux patrimoines génétiques. Donc là, ça va être aussi des informations qui vont se cumuler l'une à l'autre pour constituer un terreau de préconditionnement. Donc c'est par ce biais-là qu'on va hériter en fait de mémoire de notre arbre généalogique. Mais pour en revenir à ce cerveau reptilien, qui est basé sur le fait de nous maintenir en vie à chaque instant, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est, en fait, on n'est pas du tout autonome. Donc on est complètement dépendant du père et de la mère pour la nourriture, pour la chaleur, pour l'amour, etc., etc. Et donc, en fait, quand on est, on a quand même une forme de spontanéité, ce que j'appelle une essence psychique. Enfin, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, en fait, c'est les docteurs Hall et Sidrastone, en fait, qui ont développé la technique du voice dialogue dont je parle un petit peu dans le livre quand j'aborde le thème des copersonnalités. Donc cette essence psychique, c'est un petit peu notre côté un peu brut, quoi, notre diamant d'une certaine manière. Sauf que quand on a des élans de spontanéité, si le père ou la mère nous montre que eux, ça ne les satisfait pas, eh bien, on va inhiber ces pulsions et on va commencer à trouver des stratégies d'adaptation. Et petit à petit, en fait, comme ça, on en met des couches, des schémas d'adaptation, jusqu'au final, en fait, perdre un petit peu le fil de ce qui était important pour nous, parce que ce qui devient primordial, étant donné qu'on est basé sur la survie, parce que si papa et maman nous rejettent, en fait, on est abandonné, n'étant pas autonome, on meurt. Tu vois, et comme ces premières mémoires-là, en fait, elles vont toujours être présentes, ben, c'est comme ça, au final, qu'on commence à se tordre et à développer des schémas comportementaux qui font que ça nous éloigne un petit peu de nous. Ça veut dire que le regard extérieur compte très tôt beaucoup plus sur cette petite voix intérieure, sur ce qui est, ce qui nous constitue fondamentalement, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui va forcément conditionner le regard, conditionner la capacité à prendre notre place, conditionner notre capacité à reconnaître notre valeur. Enfin, voilà. C'est quelque chose qui va faire qu'au lieu d'être en fait dans notre axe, dans notre congruence, ben, finalement, on va se tordre. Et il y a un moment, on arrive à différents âges et on va se dire, mais bon sang, j'ai du mal à trouver ma place, je ne sais pas trop qui je suis. Tu vois, cette fameuse question, qui es-tu? Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas vraiment ce qui me fait vibrer, je ne sais pas vraiment en fait quelle direction j'ai envie de donner dans ma vie. En fait, on se retrouve un petit peu perdu. Et d'une certaine manière, je crois que quand on est perdu, il y a quelque chose qui est, selon moi, très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de ce qui a été valable jusqu'à présent qui finalement ne présente plus d'intérêt. Donc cette question-là, à ce moment-là, devient intéressante puisqu'il y a comme une envie de reconnaître vraiment ce qui est important pour soi. Donc il peut y avoir une période de perte de repères bon, qui nous amène dans une forme de flou artistique, mais je trouve que ça nous amène à des questionnements qui sont profonds. Et là, du coup, ça nous amène potentiellement à vivre des synchronicités, à tomber sur des livres, sur des vidéos, tu vois, comme celle que tu proposes avec Luminam. Voilà, pour justement nous apporter un petit peu des réponses et nous aider à percevoir un petit peu ce qui nous ferait vibrer, quoi. Parce que c'est ça qui est important, c'est ça qui nous permet de donner du sens à notre vie, du sens en termes de direction et du sens au niveau des cinq sens, quoi, au niveau de la jouissance, être en mesure de pouvoir jouir des expériences. Quand on arrive à jouir des expériences, je pense qu'on est dans quelque chose qui est vrai pour soi, quoi. D'accord. Et la deuxième partie de la question, Jocelyn, était donc, à partir de ce constat, comment toi, dans ta pratique, comment tu aides les personnes justement à sortir de ces schémas, à sortir de ces constructions pour revenir peut-être l'enfant primordial, l'enfant qu'on était, retrouver cette joie, cette liberté. Comment tu pratiques? Alors, comment on s'y prend? Ben, déjà, donc j'utilise la kinésiologie et la kinésiologie intégrative. Donc, je répète, c'est ma façon d'aborder la kinésiologie. Oui. Est-ce Ce que qui est tu peux intéressant, le définir plus concrètement, là, Jocelyn, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu appelles la kinésiologie intégrative?
Ben, la kinésiologie intégrative, c'est une approche kinésiologique, c'est-à-dire qu'en fait, on va rentrer en contact avec le corps. Donc, on rentre dans une dimension qui est au-delà de juste la dimension mentale consciente. On rentre vraiment dans la structure, donc dans le conscient, subconscient, inconscient, mental, émotionnel, physique, etc. Et, euh, et en fait, en se mettant à l'écoute du corps, on va voir que ce qui, pour le corps, pour notre structure, en fait, est important pour la personne et disponible surtout à transmuter. Donc en fait, en se mettant à l'écoute du corps, on va être dans un espace qui va se décaler un petit peu de la première partie de la séance, où la personne va venir déposer un petit peu la difficulté qu'elle rencontre, qui des fois n'est pas forcément facile à mettre en mots. Et dans la deuxième partie de la séance, sur la partie allongée, où la personne s'allonge, on va se mettre à l'écoute du corps, et le corps, il va nous dévoiler en fait dans quel espace il est possible d'aller libérer des stress en fait. Donc ces stress-là, ils peuvent être en lien avec, alors ça peut prendre vraiment plein de formes, hein. Il peut y avoir un deuil qui n'a pas été digéré, mais ça peut être le deuil d'une séparation, ça peut être le deuil, alors ça peut être le deuil d'un jumeau intra-utérin, ça c'est quelque chose bon, qui revient pas tous les jours, mais qui revient quand même. Il peut y avoir le deuil d'un doudou, c'est assez fou, mais on peut développer, tu sais, une blessure d'abandon ou quelque chose qui est en lien avec ça, euh, comme quoi la relation est importante, le lien, et en même temps, c'est pas toujours évident. Soit on s'attache trop, soit on fait en sorte de limiter la possibilité de rentrer en lien pour éviter de ressentir cette blessure. Et des fois, ça peut nous ramener en fait à la séparation avec un doudou qui a été visiblement trop brusque et radical. D'une certaine manière, on n'a pas été préparé à ça, on n'a pas pu lui dire au revoir à ce doudou, parce que quand on est enfant, en fait, notre doudou, c'est c'est notre figure d'attachement, quoi, hein. On se confie à ce doudou et c'est vraiment une extension, ça nous apporte de la douceur, du réconfort. Voilà, donc ça peut aller dans cet espace-là. Après, ça peut nous mettre en exergue, en fait, ce qu'on va appeler une résistance au changement. C'est-à-dire que bien souvent, en fait, on a peur. En fait, comme on dit, on a peur de notre lumière. Tu sais, on a peur de se faire confiance. C'est assez fou cette histoire, mais et cette résistance au changement, en fait, souvent la personne, elle sent qu'il y a quelque chose qui est disponible, mais elle n'ose pas y aller parce que la plupart du temps, en fait, on a peur de ce qu'on appelle l'inconnu. Donc, on a peur de se découvrir, on a peur de se voir différemment, on a peur de sortir de cette zone de confort. Parce que par voie de conséquence, il pourrait se produire plein de choses. On pourrait ne plus rentrer en résonance avec les personnes qui font partie de notre relationnel actuellement. Donc ça peut être la famille, ça peut être le conjoint, etc. Ça peut être le travail. Voilà. Après, il peut y avoir vraiment plein de choses, hein. Le fait de restituer un mode de fonctionnement lié à la lignée familiale, tu vois, comme Bien sûr. avoir beaucoup d'exigences, tu vois, être dans une forme de quête de perfection, ce qui est une illusion en fait, toujours faire mieux, ou alors comment dire, se délester d'une obligation familiale aussi d'avoir une image sociale qui passe bien, tu vois, en dépit de ce qu'on ressent. Donc, c'est-à-dire en fait ce qu'on a envie d'être doit être mis de côté parce que c'est plutôt en fait l'image sociale. En fait, tout va bien, on réussit, etc. On a la belle maison. Bon. Enfin, tout ce qui est relatif à l'image sociale et tout ce qui fait que en fait on n'arrive plus d'une certaine manière à ressentir en fait ce qui pour nous est important, quoi. Euh, voilà, il peut y avoir des choses donc dans l'intra-utérin. Si la mère a été stressée, ça peut avoir impacté fortement le fœtus et en fait proposer un terrain en fait d'anxiété, quoi. Donc les personnes qui viennent me voir, c'est vraiment pour des sujets divers et variés. Il peut y avoir de l'anxiété, de l'angoisse, il peut y avoir des maladies, il peut y avoir des symptômes. Donc, la différence entre un symptôme et une maladie, c'est que ça peut être de temps en temps, en fait, on va avoir mal au genou. Ça peut revenir sur des périodes un peu cycliques. Des maladies, ça va être quelque chose qui va être plus engrammé en fait dans la cellule et qui va être présent depuis plusieurs mois. Et en fait, au travers de ces symptômes ou de ces maladies, on va faire en sorte en quelque part, de comprendre quel est le message de la maladie.
parce qu'on part vraiment du principe que la maladie est un message, en fait. C'est juste que la personne ne s'écoute pas depuis un certain temps et que, en fait, maintenant, il y a comme quelque chose qui tape à la porte assez fortement pour que le message soit vu, entendu, et que, en quelque part, le comportement soit mis en adéquation, en congruence, encore une fois, avec cette nouvelle vibration, en fait. Tu vois, c'est comme si on passait d'une version 1.0 à une version 2.0. Comme on est en évolution, eh bien, en fait, ce qui est valable pour nous aujourd'hui n'est plus forcément ce qui était valable pour nous hier, avant-hier, l'année passée, quoi. Donc, voilà, il peut y avoir plein de sujets, quoi, des problèmes de couple, des problèmes à tous les niveaux. Et donc, la séance de kinésiologie va nous permettre de voir, en fait, dans quelle sphère ça va se situer, en fait. Soit c'est sur le plan mental, soit c'est sur le plan émotionnel, soit c'est sur le plan physique, soit c'est sur le plan énergétique. Et du coup, nous indiquant dans quelle sphère il y a besoin d'aller défaire le stress ou refaire circuler l'énergie, eh bien, c'est ça qui va aider la personne à ce qu'elle se remette dans le mouvement de la vie et qu'elle récupère en fait la capacité d'être à l'écoute de la réponse à cette question qui est posée ou à ce message. Parce que en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, plus ça va, moins je cherche à, à intervenir, tu vois, dans la vie de la personne, parce qu'en fait, je vois bien, enfin, je le vois, je le ressens, j'en ai la chair de poule quand j'en parle. Ce qui est évident, c'est que tout est en soi, tout part de soi, mais tout est en soi. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en avançant de plus en plus dans cet état d'esprit-là, je m'aperçois que dans les séances de kinésiologie intégrative, donc, eh bien, ce qu'on appelle les équilibrations, eh bien, des fois, c'est vraiment minime par rapport à juste la lecture, tu vois. Déjà, le fait de pouvoir se mettre à disposition, dans une disponibilité la plus grande possible de ce que le corps va dire, bah parfois juste ça, en fait, ça fait que ça libère les tissus. Donc quand il y a une équilibration, ben, parfois, c'est vraiment, ça représente un très faible pourcentage de l'équilibration, tu vois, de la séance. Et parfois même, c'est le fait d'amener la personne à parler en fait de ce que lui évoque la thématique qui ressort au travers des tissus, ben juste ça, ça fait que les tissus retrouvent leur élasticité. C'est comme si le message était entendu, tu vois. Et ça, c'est assez génial parce que on voit vraiment que cette intelligence de vie qui amène la personne, donc ben, chez Didier ou chez Jocelyn, là, vu qu'on parle de kinésiologie intégrative, euh, en fait, c'est comme si c'était une opportunité qu'elle se donnait elle-même pour se parler elle-même et pour se voir différemment. Parce qu'elle a besoin de se voir différemment, parce qu'elle a changé. Et c'est juste que, d'une certaine manière, elle a besoin de prendre conscience que ce qu'elle vit en ce moment, c'est presque comme l'écho d'une mémoire ancienne, tu vois, et qu'elle a besoin de voir qu'en fait, ça a perdu de l'énergie par rapport à il y a quelques années, et que donc, en fait, on est en train de libérer le champ, de libérer l'espace pour que cette nouvelle version de soi puisse venir informer son champ de façon libre, quoi. Tout à fait, oui, oui, je comprends tout à fait ce que tu dis. Alors, tu fais référence à de nombreuses reprises dans ton livre, Jocelyn, à Lise Bourbeau et les fameuses 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc, tu en as parlé, hein, trahison, abandon, etc. Alors, selon ton expérience, Jocelyn, est-ce que pour toi, il est possible de se libérer totalement d'une blessure grosse comme l'abandon. Voilà, tu as été abandonné enfant par ton père ou ta mère ou ils sont décédés. Est-ce que ces gros traumas, est-ce que ces grosses blessures-là, est-ce que, selon ton expérience, il est possible de s'en libérer? Euh, alors, je ne sais pas trop répondre. Et merci d'avoir précisé selon ton expérience, parce que Bien bon, sûr. du coup, c'est forcément très partiel hein, ce que je vais dire. Euh, je, je, je pense que. Alors, je ne sais pas trop comment répondre à cette question. J'ai envie de dire oui et non, ce qui fait que la réponse elle est un peu particulière. Je pense que je pense qu'on peut s'en libérer, oui et non. Je pense qu'on peut s'en libérer parce que il est possible
de libérer un maximum de charges émotionnelles dites négatives. Alors ça, c'est vraiment le jargon, la kinésiologie même classique, hein, de ce qui est lié à la blessure d'abandon. Par contre, en fait, je pense que ces blessures-là, en quelque part, elles constituent un petit peu le terreau de notre personnalité. Et, et d'une certaine manière, dans ce terreau-là, même s'il y a des choses qui peuvent gêner, rien n'est à jeter, quoi. Puisque ce sont les fondements de la personne qu'on est aujourd'hui, tu vois. Donc je pense qu'on peut libérer la charge émotionnelle négative, on peut apprendre à connaître les mécanismes qui se mettent en place lorsque la blessure elle est touchée, mais ce dont je m'aperçois aujourd'hui et de plus en plus au cabinet, c'est la notion de discernement. Tu vois, donc je pense qu'on peut abaisser en fait la charge émotionnelle négative, ce qui fait que la guérir complètement, cette blessure, non, mais déjà on lui a fait perdre d'une certaine manière de l'énergie. Mais ce que j'observe en cabinet, c'est le discernement. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes en fait, qui, en quelque part, ont pu nommer ces blessures ou ces mécanismes et arrivent de plus en plus à se situer, en quelque part, en amont du mécanisme, tu vois, comme s'ils devenaient un peu l'observateur d'une mécanique biologique. Et à partir de là, en fait, il y a comme une sorte de presque de désidentification au mécanisme. Bon, ça, c'est peut-être une deuxième étape, mais il y a déjà cette capacité à l'observer. Alors bon, tout à fait honnêtement, moi je trouve que c'est absolument colossal de pouvoir se dire, de pouvoir être dans un état d'observateur et d'arriver au cabinet en disant, écoutez Jocelyn, en fait je vois qu'en ce moment je suis un peu dans une machine à laver et en même temps j'observe cette machine à laver et je peux ressentir qu'il y a quelque chose qui observe et qui pourtant arrive à rester calme, tu vois. Donc il y a vraiment une dissociation, une désidentification. Et ça, moi, je trouve que c'est assez génial. Donc, à partir d'un espace comme celui-ci, je ne sais pas si on peut parler de guérir ou de guérison. En tout cas, si on peut parler de désidentification et de ressentir un espace qui peut observer en étant presque dans le calme, moi, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui peut quand même grandement apaiser notre quotidien, quoi, tu vois. Donc, et moi, je trouve que c'est juste absolument énorme quand même, tu vois, en 2025, d'avoir cette capacité de voir des mécanismes, de ressentir le calme en amont. Et voilà, parce que je pense qu'à partir du moment où on est dans un espace comme celui-ci, en fait, n'intervient plus la question de guérir ou pas, en fait, tu vois. Vu qu'on observe et qu'on se dissocie, d'une certaine manière, on se sent plus malade. On voit juste que, en fait, dans l'humain, dans notre incarnation, eh bien, il y a des choses qui peuvent être en mouvement et qu'on peut s'identifier ou pas. Ça ne fait pas qu'on est dans une fuite ou dans le déni d'un mécanisme. C'est quand même quelque chose de très différent, même si ça peut sembler un peu subtil. Mais voilà, quelque chose qui devient en quelque part moins grave. Et bon, ça, quand on touche ça du doigt, c'est quand même assez énorme. Oui, tout à fait. Pour arriver à ce que tu es aujourd'hui, proposer tout ce que tu proposes, Jocelyn, tu as eu un parcours, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai un petit peu évoqué, mais j'aimerais qu'on l'approfondisse, un parcours assez extraordinaire qui a commencé, tu le racontes dans ton livre, par une expérience lorsque tu allais voir Ama à Toulon. Alors, tu rappelleras peut-être aux auditeurs qui est Ama, pour ceux qui ne connaissent pas. Tu as vécu une première expérience de contact avec ta mère qui était décédée. Tu as eu d'autres expériences, puis après, tu as décidé, tu as dit oui à la vie qui te proposait. J'ai bien lu ton livre, et si j'ai bien compris, c'est ça, c'est-à-dire que tu dis oui à la vie qui te propose des options, et si tu le ressens, tu le fais. Ça j'ai beaucoup aimé. Et donc, à partir de là, tu es allé en Inde, tu es allé en Amérique du Sud, tu es allé en Chine, tu as passé de longues années en Asie. Est-ce que tu veux bien nous raconter tout ce qui t'a construit spirituellement, humainement à ce niveau-là? Ouais. Alors, cette notion du oui, elle revient d'actualité. Tu sais, il y a un petit peu des vagues, hein, je pense. Il y a un peu des vagues, mais là, ça redevient hyper important. De dire oui, puis d'écouter ce qui dit oui, mais dans le ressenti, en fait, pas forcément dans la tête, parce que la tête, c'est un peu le blabla, et puis voilà. Donc, dans les expériences que j'ai relatées, effectivement, je parle de l'évidence du oui, parce que je crois que c'est hyper important, en fait. Si on a tous un guide intérieur qui est de l'ordre du ressenti et qui fait que ça peut être finalement assez
d'une simplicité parfois déconcertante, à condition de redescendre un petit peu l'énergie qu'il y a dans la tête, dans le corps, pour sentir quand ça ouvre et quand ça referme. Quand ça ouvre, c'est souvent un oui. Quand ça referme, c'est souvent un non. Donc, dans les différentes expériences que j'ai vécues, les grands enseignements, je pense que ça a été... ça a déjà commencé par l'Inde, parce que je suis allé en Inde quand j'avais 20 ans, je crois, un truc comme ça. J'avais envie d'y aller depuis que j'étais pré-ado. Alors ça, c'est pareil, c'est assez fou. Tu sais, il y a des choses qui pointent le bout de leur nez à des moments, et puis tu te demandes pourquoi c'est là. Et puis, un jour, tu franchis le pas, et quand je suis allé en Inde, ben, ça a été un peu une forme de révélation, quoi, parce que ce que j'ai trouvé génial en Inde, parce que, en fait, ce dont je parle, c'était il y a un petit bail maintenant, parce que la roue tourne, mais Peu d'âge, ouais. on prend un peu d'âge, mais quand j'y suis allé, j'ai trouvé ça complètement génial parce que j'ai eu l'impression d'arriver sur une autre planète, quoi, tu vois, que ce soit... Parce qu'en fait, je suis arrivé à Katmandou, parce que c'était le moins cher pour... Tu sais, quand tu as 20 ans, tu y vas Ouais, bien sûr. avec les fonds de tiroir, quoi. Donc, je suis arrivé à Katmandou, j'y ai passé 2-3 jours et j'ai pris un bus pour aller en Inde. Donc, le vol le moins cher, c'était pour arriver à Katmandou. Et à Katmandou, bah, il y a plus de 25 ans, l'aéroport, il avait une drôle d'allure, quoi. C'est-à-dire, on se demandait si c'était vraiment un aéroport. Et donc, il y a tout qui change. En fait, il y a l'air, tu vois, qui est différent. Il y a le sol qui est différent. Il y a forcément les Népalais qui ont un regard plein de lumière. Voilà, la façon dont ils s'habillent, c'est pas, on a l'impression vraiment de voyager dans le temps, quoi. Donc ça, déjà, c'est une première révélation parce que je me suis dit, c'est génial parce que intimement, j'avais l'impression qu'il était tout à fait possible de vivre la vie dans la même époque et sur la même planète complètement différemment. Et là, bon, bah, j'étais servi, quoi, parce que vraiment, il y a des statues partout. Enfin, c'est un mode de vie qui est vraiment très, très, très différent de la France, un état d'esprit. Donc ça a été une première révélation. Ça m'a fait vraiment du bien de ressentir ça. C'est comme si ça me levait un poids, tu vois, parce que en fait, c'est là qu'on voit qu'on est, on n'est pas élevé, on est éduqué dans un système culturel, dans un système familial, et puis c'est comme si, voilà, on restreignait un petit peu le champ des possibles en disant, voilà, c'est comme ça, c'est l'école, c'est 8 ou 9 matières, c'est les bonnes notes, c'est tes sages, c'est tes trucs. Ouais. Il y a un moment, waouh, tu te dis, bon, ça va être chaud de passer dans le chat de l'aiguille, quoi. Et donc, ce voyage-là m'a permis un peu de réouvrir et en quelque part de rentrer en résonance avec une forme de vérité intérieure qui disait, mais non, en fait, tu peux vivre ta vie complètement différemment de la direction qu'on t'oblige à suivre d'une certaine manière. Donc ça a été une première révélation, et puis non des moindres. Après, il y a eu l'expérience effectivement avec Ama, où en passant dans ses bras, donc Ama, c'est une femme qui prend les gens dans ses bras, qui fait des hugs, qui parcourt la planète entière. Bon, elle a un ashram dans le sud de l'Inde, et moi j'ai rencontré quand elle était venue à Toulon, donc c'est pareil, c'était il y a un bon moment, et en passant dans ses bras, en fait, j'ai reçu un message de ma mère qui était donc décédée il y a plusieurs années auparavant, alors que je ne m'attendais pas du tout à ça, parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et là, c'est pareil, c'est le genre d'expérience qui reste tout à fait indélébile. Là, on rentre par contre dans quelque chose qui devient hyper difficile à décrire par des mots, quoi. Mais bon, ce qui était notable dans cette expérience, c'était d'être dans les bras d'Ama, donc d'une femme indienne, et puis de voir que en fait, ce corps-là n'était pas habité de la personnalité d'Ama. Ça, je ne sais pas comment le dire autrement, Ouais. mais on pouvait sentir que la biologie était active, mais il y avait pas de personnalité. En regardant dans ses yeux qui étaient ouverts, tu te dis, mais c'est fou, il y a aucune émotion. Donc c'est en fait ça que je définis comme étant canal, tu vois, channel, parce qu'elle s'est vraiment faite adombrer, dans mon cas, par l'énergie de ma mère. Et donc ma mère m'a adressé 3 mots qui ont fait en fait, la biologie, tu vois, c'est cette forme d'intelligence qui est au-delà du mental, et qui est instinctive, qui est rapide, qui est instantanée, tu vois, a reconnu le message de la voix de ma mère, quoi. Donc ça chamboule, parce que du coup, il y a le mental, il dit, alors attends, on bouge pas, là, il vient de se passer quelque chose, il faut que je le relie à tout un tas de concepts, tu vois, pour pouvoir la rendre crédible.
Tu vois, c'est le boulot du mental, quoi. Sauf que bah, il avait un peu du mal à faire des liens. Donc j'étais un peu déboussolé, mais en même temps, je savais très bien que c'était ma mère qui était rentrée en contact avec moi. Donc cette expérience-là, elle m'a permis de valider que, effectivement, après la mort, il y a bel et bien quelque chose, quoi. Tu vois, vu que ma mère a pu me parler au travers de l'expérience d'Ama. Donc ça, autre révélation, tu vois, la vie et la mort n'est finalement qu'un passage. Après, il se passe autre chose. Et puis, bah, si on veut savoir ce qui se passe après, bah, on a des bribes d'explications hein, par les expérienceurs de mort imminente, ceux qui font des voyages astrales, ceux qui font des contacts médiumniques. Tu vois, il y a vraiment plein de clés pour nourrir son imaginaire ou sa compréhension là-dessus. Voilà. Après, une autre étape qui m'a fait aussi beaucoup grandir en termes de regard sur soi, hein, parce qu'en fait, je pense que grandir, c'est, en tout cas pour moi, c'est toujours d'aller dans cette idée de l'ouverture d'esprit, en fait. Parce que je ne sais pas pourquoi ça me tient autant à cœur, mais c'est vraiment assez incroyable cette histoire. C'est quand je suis parti en Chine, ça a été bah, dans un premier temps de pratiquer les arts martiaux, donc intensément, hein, 5 à 7 heures par jour, 5 jours jusqu'à 7 jours par semaine en période de compétition. Donc ça, c'était dingue, parce que en fait, de voir que mon corps physique a pu supporter une telle intensité, enfin, supporter, bon, il y avait quand même plein de fois où j'étais super courbaturé, ou des fois, il y a la tête qui dit non, non, j'ai pas envie d'y aller, tu vois, parce que bon, c'est bien sympa de présenter ça comme ça, mais il y a des fois, vraiment, c'est ça le kung-fu, justement, c'est aller au-delà des limites et de voir qu'en fait, la limite projetée par le mental n'est qu'une illusion. Donc, c'est toujours aller au-delà, au-delà, au-delà. Donc, première révélation, c'est mon corps me surprend dans sa capacité à développer de la souplesse, à mémoriser aussi des formes, parce que en période de compétition, ça je l'évoque un peu dans le livre, mais quand j'ai passé l'une des compétitions en fin de cette année de pratique intense, en fait, forcément il y a du stress, tu sais, il y a un truc qui dit ouais, il faut que tu fasses bien tout ça, il faut pas que. Et en fait, j'ai vu à quel point, finalement, le corps était doté d'une intelligence mémorielle qui a fait qu'il a pu dépasser le stress ou la peur que le mental projetait sur le fait que je puisse oublier la forme, tu vois. Il y a un moment, c'est comme si une autre intelligence avait pris le pas sur mon mental pour que je puisse faire la forme, en bonne et due forme, j'allais dire, tu vois, de A à Z, sans oublier absolument rien, quoi. Donc là, tu te dis, waouh, c'est incroyable. Nous sommes vraiment habités d'intelligence au-delà de juste celle de notre mental, quoi. Donc ça, autre révélation. Et puis ensuite, après avoir passé un an dans cette école, j'ai continué à pratiquer les arts martiaux, mais là, il fallait que je gagne de l'argent, forcément. Parce qu'il y a un moment, les économies, elles n'étaient pas éternelles. Et donc, j'ai commencé à donner des cours d'anglais en Chine, parce que c'était facile. Bon, j'en passe et des vertes et des pas mûres, hein, forcément, parce qu'après, c'est écrit dans le livre. Et en donnant des cours d'anglais à différents âges, à différents niveaux, c'est pareil, j'ai découvert en fait que j'étais capable d'enseigner une langue qui n'était pas ma langue natale, et puis bah, finalement de me débrouiller, quoi, d'avoir confiance dans la capacité à faire ça alors que je n'avais jamais fait. Et voilà, donc ça a été vraiment 3 ans hors de ma zone de confort, c'est-à-dire hors des repères habituels, et dans lesquels ça a tout simplement permis, je dis tout simplement, et j'insiste là-dessus, parce qu'en fait, ça ne fait pas de moi quelqu'un d'exceptionnel, c'est juste que ça montre à quel point chaque individu, et ça j'en suis juste certain, quand on se place dans un décor différent de notre décor habituel, eh bien, en fait, il y a des ressources qu'on ne sollicitait pas auparavant, finalement, qui pointent le bout de leur nez. Et c'est comme ça qu'on se découvre. Oui. Et donc, ces années en Asie, moi, ça m'a permis de découvrir des facettes de moi que je ne soupçonnais pas, parce qu'en étant dans mon quotidien, en fait, j'y faisais jamais appel. Donc, c'est ça que je trouve génial, en fait. Quand on sort un petit peu de nos sentiers battus, ben, on découvre qu'en fait, on est plein de capacités. Oui, c'est bien parce que souvent, si on ne fait pas ça, c'est l'épreuve, entre guillemets, qui va nous obliger à aller puiser en nous. Donc, l'épreuve, c'est un divorce, une séparation, un licenciement, une maladie. Et c'est à ce moment-là qu'on va chercher ces ressources. Toi, tu l'as fait différemment. C'est comme si tu avais un peu anticipé cela. Donc, tu t'es mis hors de ta zone de confort, tu t'es mis un petit peu en danger. Et de ce fait, tu as pu révéler des capacités qui étaient déjà en toi. Parce qu'on part du principe, on est bien d'accord, Jocelyn, que tout est déjà en nous. Absolument, et j'insiste sur ce point. Hein. Oui. J'insiste sur ce point, parce que si au début du livre, j'ai parlé de ces 3 expériences, c'était pas pour mettre en avant Jocelyn, c'était pour mettre en avant, en fait, l'humain.
Donc finalement, tous les autres humains, quoi. Nous tous. Donc effectivement, tout est en soi. Après, c'est juste que, étant quelqu'un qui, depuis que je suis né, quoi, cette notion de liberté et d'ouverture d'esprit, presque ça me prend la tête, quoi. Tu vois, d'une certaine manière, tellement c'est présent. Forcément que si je veux contacter l'ouverture d'esprit, si je veux me sentir libre, j'ai, pour moi, il était évident qu'il fallait que je suive en fait des directions qui étaient différentes de celles dans lesquelles j'avais du mal en fait à me voir différemment, quoi. Parce que c'est ça Ouais. l'ouverture d'esprit. Donc j'ai juste osé d'une certaine manière écouter ce oui, quoi. Mais cette évidence du oui, des fois, elle s'est présentée de telle manière. C'est pour ça que j'appelle ça l'évidence du oui, parce qu'il y a un truc qui fait que c'était pas possible de ne pas suivre cette voie, quoi. C'est ça l'évidence du oui, quoi. Oui, ça c'est intéressant. Ouais. Si tu veux bien le développer, parce que ça va sûrement intéresser nos auditeurs. Par exemple, pour toi, c'était de se déplacer, changer de pays, d'aller passer de la Thaïlande à la Chine. À un moment donné, tu dis, c'était évident que c'était oui. Comment tu peux le développer? Parce que ça, c'est un point clé pour ceux qui vont nous écouter. C'est-à-dire, comment on sent que c'est le bon chemin? Je ne sais pas s'il y a un bon chemin, un mauvais chemin, on peut réfléchir à ça, mais comment on sent que c'est ce qu'on doit faire? Ouais. Alors moi, je peux répondre que à travers mon propre système et mon expérience, parce que comment on sent, je pense que plus ça va, plus de manière collective, en fait, on est amené à ressentir, à réhabiter nos émotions. Parce que c'est à partir de là, en fait, qu'il y a les réponses. Si quelque chose nous met en joie, c'est forcément une direction qui nous ouvre les bras. Si ça ne nous met pas en joie, ben, c'est une direction qui nous ouvre moins les bras, on va dire. Pour moi, quand je parle de l'évidence du oui, c'était un oui, c'était un grand oui, quoi. Je sais pas trop comment le définir. C'est un petit peu comme une forme de révélation ou une prise de conscience, tu vois, d'une certaine manière. Des fois, tu as accès à une information et puis tu te dis, ah ouais. En fait, c'est au-delà de la compréhension, tu vois. C'est une prise de conscience. Je sais pas comment dire. Quand il y a l'évidence du oui, il peut y avoir le mental qui intervient en disant oui, mais est-ce que tu es sûr d'eux? Et en fait, tu as l'impression que par rapport à ce oui, ces petites questions du mental, en fait, elles sont juste dérisoires, quoi. Ouais. Tu vois? Je sais pas trop comment l'expliquer différemment. C'est juste, pour moi, c'était un grand oui à ce moment-là. Mais il faut savoir qu'il y a des moments où le oui qui nous est suggéré est plus subtil, quoi. C'est moins un grand oui, quoi. C'est pour ça que je pense que on a besoin, et c'est dans l'air, de revenir de plus en plus dans le corps et en lien avec nos émotions. Et ce qui me fait dire ça, c'est... Alors, forcément, je prêche pour ma paroisse, parce que la kinésiologie intégrative, c'est justement passer par le corps. Mais je pense qu'il y a de plus en plus... Enfin, si vous regardez sur les réseaux sociaux, parce que c'est aussi la société virtuelle, hein, les réseaux sociaux, on voit qu'il y a de plus en plus de, 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 de choses qui nous... Enfin, de choses, de pratiques, de propos qui nous amène à revenir dans le corps, quoi. Et revenir dans le corps, c'est revenir d'une certaine manière dans l'ici et maintenant, revenir dans notre émotionnel, et donc se remettre en lien avec ce guide interne, quoi, cette intuition, cette voix intérieure. Et ça, je crois que c'est vraiment ce qu'il y a dans l'air en ce moment, de manière collective et donc individuelle. Et à partir du moment où on ressent plus nos émotions, eh bien, on est davantage en mesure de pouvoir entendre ce oui et puis ce non, quoi. Ouais. Et il y a une grande phrase que j'ai notée dans ton livre, à l'issue donc de toutes ces expériences que tu as fait en Chine, en Thaïlande, en Amérique du Sud, etc., etc. Tu écris: je n'avais pas reçu ce que j'avais demandé, mais tout ce dont j'avais besoin. Ça, moi, j'ai trouvé cette phrase extraordinaire, d'une très très grande profondeur. On pourrait faire une conférence, on pourrait faire un livre, peut-être même là-dessus. En fait, c'est ce que j'avais demandé, c'est en fait nos attentes mentales, nos croyances, comme tu disais au début, nos conditionnements. Mais en fait, c'est pas ça qui nous nourrit vraiment. Ce qui nous nourrit vraiment, c'est ce que tu as reçu. Et ça, tu savais pas ce que tu avais besoin. Ouais. Oui, oui, c'est ça. En fait,
Je crois que, enfin ça, en tout cas, c'est une clé pour moi, et c'est même une clé, tu vois, dans mes accompagnements. Ouais. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, enfin je l'ai évoqué brièvement en disant que en fait plus ça va, moins je cherche à agir ou à obtenir un résultat en fait. Euh, Parce que, comment dire, je pense que la notion d'intention, en ce moment, c'est quelque chose aussi que je revisite d'une certaine manière. Et en fait, hmm, je pense que lorsqu'on pose des, lorsqu'on se projette dans le futur, à partir de maintenant, souvent dans cette projection, il va y avoir, en fait, ça va être fait de manière mentale. Et en fait, notre mental, il va uniquement se baser sur l'histoire ancienne et sur les concepts qu'on va avoir plus ou moins remodelés. Mais c'est un petit peu comme si c'était toujours notre passé qui venait d'une certaine manière colorer le présent pour projeter un avenir. Et moi, ce que j'aime bien dans l'intention en ce moment, enfin c'est vraiment dans l'air ces derniers jours et ces dernières semaines, donc c'est un petit peu tout neuf. Mais ce que j'aime bien dans l'intention, c'est de me dire que en fait, je sais pas, j'ai pas envie de me projeter dans le futur, parce que si je me projette aujourd'hui dans le futur, ça va être forcément une forme de gloubi-boulga, Ouais, sûr, tu vois, d'une version ancienne de moi, et donc ça va encore en avoir le goût. tout à fait. Donc, y a quelque chose qui m'a absolument passionné dans un livre de Jocelyn Morisson et de Romuald Le Terrier qui s'appelle Se souvenir du futur. C'est la notion de rétrocausalité. Et cette notion de rétrocausalité, je l'aime énormément, puisque, et c'est ça qui fait partie aussi de la kinésiologie intégrative, parce que l'intention est, selon moi, du praticien super importante. Et en fait, c'est de se dire que dans ce qu'on vit aujourd'hui, il peut y avoir des causes qui se situent dans le futur, tu vois. Et c'est comme si, d'une certaine manière, ce futur informait notre présent. Et donc, dans l'intention, en fait, je fais en sorte maintenant de colorer le moins possible ma projection dans le futur pour que ce soit, pour que ce soit le moins possible mon passé qui vienne colorer l'expérience, mais davantage un futur dans lequel il y a de la joie, de la foi, de la légèreté, de la bienveillance, du discernement, de l'ouverture d'esprit, qui puisse venir informer mon présent, tu vois, par, par l'information, par la vibration, mais aussi par des signes, par des synchronicités, par des lectures, etc. etc. Donc, oui, j'essaye de m'ouvrir de plus en plus à ce qui serait favorable pour moi pour qu'un futur bienveillant, dans la joie, la foi, etc., puisse m'attirer à lui plutôt que de vouloir lui donner une forme. Donc j'aime bien dire aujourd'hui que je sais pas clairement ce dont j'ai besoin, mais j'ai envie qu'un futur joyeux puisse informer mon présent de ce qui me ferait vraiment vibrer, tu vois. Ouais. Et ça colore en fait l'intention de la kinésiologie intégrative. C'est pas toujours évident d'en parler parce que je parle toujours des fascias, etc., etc. Ça, c'est la Ouais. dimension vraiment purement technique. Mais dans l'intention, parce qu'en fait, c'est là que tout se joue, quoi. Tu vois, parce que si j'accueille quelqu'un en séance qui est malade, parce que genre, on en reçoit, hein, que la personne, forcément, elle focalise sur sa maladie, parce que bah, ça fait mal, c'est douloureux, c'est tous les jours, c'est quotidien, etc. Mais si moi, je viens en plus avec ma conscience en me disant, oh là là, la maladie est un problème, mais on est en train de lui donner de l'énergie sans arrêt. Donc moi, dans mon intention, en fait, je fais en sorte vraiment d'apporter une énergie qui fasse que le meilleur futur de cette personne-là puisse informer ce présent pour qu'elle aille dans une direction de quelque chose qui sera plus léger et potentiellement où la maladie n'aura plus à se dire, tu vois. Ça, c'est la dimension subtile de la kinésiologie intégrative. En fait, il y a un moment, on ne sait plus, on ne cherche pas à intervenir par nous-mêmes. C'est plutôt une intelligence, en fait, comme le soi ou notre âme ou notre double quantique, tu vois, auquel finalement on va reléguer, donner toute la puissance, tout le pouvoir dans le sens je peux aider la personne en l'attirant vers le futur qui soit le plus joyeux pour elle, quoi. Parce que la joie en énergétique chinoise, c'est l'énergie du cœur. Le cœur, c'est le territoire de l'âme. Donc, s'il y a une énergie, une émotion à cultiver, pour moi, ce serait la joie, quoi. Ouais, clairement. Ouais. Ouais. Ok. Jocelyn, c'est vraiment passionnant et je suis content qu'on ait pu aller sur ce terrain-là subtil de ta pratique.
C'est le cœur de Luminam. Tu me connais maintenant, on se connaît un petit peu, on s'est fréquenté. Moi, c'est ma passion, c'est ce qui m'anime. Donc, je suis content que tu aies répondu aux attentes de nos auditeurs qui nous suivent à Luminam. Donc, je rappelle, les amis, si vous voulez donc aller plus loin et contacter Jocelyn, ben, vous passez par son site. Kinésiologiemontpellier.com. Il y aura des formulaires de contact, etc. Donc, tout est en ligne, les prises de rendez-vous, etc. Jocelyn a une très belle chaîne YouTube qui s'appelle Énergie Positive Média. Hein, donc, vous le retrouvez sur YouTube. Il y a énormément de vidéos très, très inspirantes. Et puis, tu proposes aussi, Jocelyn, donc il y a ton livre, bien sûr, hein, qui retrace le parcours qu'on vient d'évoquer tous les deux ensemble maintenant et qui donne beaucoup, beaucoup de clés parce que là, on a quasiment abordé que la première partie, hein, mais derrière, tu parles de beaucoup d'autres sujets, du karma de l'âme, des blessures de l'âme, l'effet miroir, les chakras, les corps subtils, etc. Donc, il y avait les mémoires des lieux, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que tu abordes dans ce livre qui est très, très complet. Et puis, tu proposes aussi donc des formations. J'ai noté donc une formation de kinésiologie intégrative, parler le langage du corps, qui est une formation sur une année. Est-ce que tu veux en dire un petit mot? Oui, absolument. Alors, donc, parler le langage du corps, c'est une formation donc, de kinésiologie intégrative, hein, dont on a un petit peu parlé pendant l'émission. J'en parle un petit peu et donc elle débute en septembre. Ça dure de septembre à juin. Donc cette année, elle est proposée sur 10 modules. Le premier module, c'est un module qui, lui, va durer 3 jours. Les autres modules sont organisés toujours en week-end sur 2 jours et en période la plus proche de la pleine lune, de la nouvelle lune, justement, parce que en fait, on est quand même lié aux éléments et la nouvelle lune, elle nous aide vraiment dans la capacité à intégrer des choses, à poser des intentions, et chaque module de la formation sera à l'occasion justement de franchir des pas d'évolution, quoi, d'une certaine manière. Donc voilà, je délivre tout l'univers de la kinésiologie intégrative en 10 modules, en 21 jours. Il va y avoir aussi une version en ligne qui sera disponible à partir de la rentrée, Oui. à savoir que le premier stage, si vous voulez faire la formation en ligne, le premier stage sera à faire en présentiel de toute façon, parce que c'est là qu'on va passer justement le test des fascias, le test neuromusculaire. Donc tout à fait honnêtement, je n'ai pas encore trouvé comment je pouvais le faire avec une caméra. Bon, c'est peut-être possible, mais là au moins, étant donné qu'on a besoin de toucher, voilà, je n'ai pas encore trouvé comment faire autrement. Mais donc ça va être une formation passionnante. À chaque fois, il y aura un livret de cours bien fait, bien étayé. On va avancer dans tout ce processus pour travailler sur soi, enfin pour œuvrer sur soi, plus que travailler. On va œuvrer sur soi, on va apprendre à se connaître, apprendre à connaître voilà, un petit peu la biologie, ce sur quoi on peut intervenir pour faire en sorte de dénouer tous les espaces qui aujourd'hui peuvent nous gêner à vivre notre vérité personnelle, comme j'aime à dire. Et voilà, donc c'est une formation qui est destinée à tout le monde, hein. Il n'y a pas de prérequis. Ça peut être des thérapeutes, des particuliers, des chefs d'entreprise, des personnes qui sont déjà dans le médical, le paramédical. C'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est une méthode, c'est un état d'esprit, une façon de voir les choses avec une méthodologie que j'ai rendue le plus accessible, le plus simple possible. Je rappelle juste que simple n'est pas simpliste. Il y a forcément des subtilités, des trucs un petit peu techniques. Mais ça, c'est ce qu'on voit surtout au début. Donc, on va développer la dimension subtile, sensible et tout ça, quoi. Voilà, une belle formation. Je suis ravi. Oui, bien sûr, très bien. Donc, les amis, donc, tout ça, c'est sur le site de Jocelyn. Donc, facile à trouver. Vous avez le lien ici. Sinon, je vais le mettre en description, bien sûr, de la vidéo. Ou sinon, vous tapez Jocelyn US sur Google et on va rapidement arriver sur ta page. Voilà, Jocelyn. Donc, je te remercie de cet entretien. Merci de m'avoir fait découvrir aussi une autre façon de conduire un entretien. Donc, merci à toi. Donc, tu vois, c'est toujours des opportunités. Et là, j'ai dit oui. Donc, merci. C'est peut-être une idée de développement de la chaîne. Je verrai le retour des auditeurs. Est-ce que tu veux conclure? Je te laisse le mot de la fin, Jocelyn. Oui, si tu veux. Déjà, je te remercie, Didier. Moi, je suis tout à fait honoré d'avoir été invité sur Luminam, parce que c'est quand même une chaîne.
enfin, c'est pas qu'une chaîne en fait. Hein. Ouais, c'est pas une chaîne. C'est pas qu'une chaîne. Hein. Il y a aussi de l'événementiel, il y a des conférences, il y a des conférences-concerts, mais je pense qu'on va se réserver un créneau tous les deux justement pour parler aussi de ton univers, parce que c'est fait avec beaucoup de générosité. Ça va vraiment dans le sens de l'ouverture d'esprit. Moi, je l'ai nommé et tu m'as questionné dessus, mais on sent quand même que il y a forcément une résonance. Donc, merci pour cette opportunité qui m'honore vraiment. Je souhaite longue vie à ce projet donc de chaîne, que ce soit en différé, en direct, et puis à tous les événements auxquels tu vas donner jour dans les semaines et dans les années à venir. Et puis, je souhaiterais à chaque personne qui a visionné cette vidéo, et puis même celles qui ne l'ont pas visionnée, de toute façon, de cultiver le plus possible cette énergie du cœur, qui est l'énergie de la joie, quoi. Donc, moi, en ce moment, ce qui est très parlant pour moi, c'est je me demande comment je suis quand je suis dans la joie de la simplicité. Voilà. C'est presque un mantra formulé sous forme de question. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si en quelque part, je défiais l'univers, tu vois, à ce qu'il me fasse en quelque part goûter, commencer quand je suis dans la joie de la simplicité. Voilà, c'est une proposition à expérimenter ou pas. Merci Didier, merci à tous. Merci Jocelyn, merci pour cet entretien. À très bientôt. Merci les amis. Et on se revoit très vite sur la chaîne Luminam et sur la chaîne de Jocelyn. Bonne journée Jocelyn, au revoir. Au revoir.